Chers amis, fidèles et nouveaux auditeurs de Café d'éveil, bonjour. Dans cette émission, nous allons voir comment faire du télétravail un facteur de mieux-être et comment ne pas le subir ou le vivre comme une cause de dysfonctionnement de plus entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Pour vous apporter des réponses concrètes à ce sujet, je suis avec Catherine, que vous connaissez déjà. Elle est coach en développement personnel et professionnel. Notre amie Adeline étant en ce moment en déplacement à l'étranger. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on laisse des commentaires sous la vidéo et on la partage à nos meilleurs amis. Catherine, qui est concernée par ce sujet du télétravail? Bonjour José, bonjour à tous nos auditeurs. Alors, le télétravail, donc pour beaucoup d'entre nous, c'est une nouvelle organisation du travail dont la mise en place de façon totale ou partielle selon les activités professionnelles a été encouragée par de nombreux pays depuis le début donc de cette crise sanitaire. Mais un an après, force est de constater que cette nouvelle organisation du travail soulève pas mal de questionnements, notamment sur le plan physique, psychique, ainsi que sur la qualité du travail. Effectivement, Catherine, un an après le premier confinement, tout le monde s'en rappelle, et la mise en place notamment du télétravail, plusieurs études ont été menées visant à mesurer les effets de cette nouvelle organisation sur la santé, le bien-être des personnes qui y sont confrontées. Les résultats confirment notamment que les personnes réagissent différemment selon leur personnalité, la taille de leur logement, le nombre de personnes qui vivent, donc qui habitent dans leur logement, le niveau d'équipement, ainsi que l'âge des enfants, par exemple. Selon un sondage Odoxa, ce sondage a été réalisé en septembre 2020 sur un panel de 3002 personnes. 81% des Français pensent que le temps passé devant les écrans est plus important. 75% pensent que leur consommation de tabac est plus importante. De même pour l'alcool, 66%, le cannabis, les médicaments, 52%, et les autres drogues, 51%. Alors, le cannabis, c'était 55%. Une nouvelle addiction apparaît, elle est rapportée dans cette étude, c'est celle du travail, donc des gens qui sont devenus addicts au travail. Le télétravail augmenterait aussi le stress, l'épuisement professionnel, la solitude. Vous voyez donc que le télétravail peut aggraver les addictions, comme on les a citées, hein, les écrans, le tabac, l'alcool, et peut donc présenter des risques pour la santé physique et psychologique pour les personnes concernées. N'est-ce pas, Catherine? Oui, effectivement, José, tout ce que tu viens de dire est très important. Et d'ailleurs, j'avais lu cette étude dont tu parles. Et il est vrai que au début de la mise en place du télétravail, beaucoup d'entre nous, faut être honnête, y ont vu une réelle opportunité de mieux vivre. Pour certains, c'était même un véritable cadeau qui tombait du ciel. Ah, super, télétravail, je vais pouvoir enfin travailler de chez moi. Alors, qu'est-ce que les gens se disaient? Ça va être super, moins de temps passé dans les transports, adieu le costume cravate ou le tailleur guindé, ou encore les réunions interminables avec ma présence obligatoire. Bien évidemment, j'aurai moins de fatigue, moins de stress, plus de concentration, parce que voilà, Pierre du bureau d'à côté va arrêter de venir m'enquiquiner avec toutes ces questions. Et puis plus de flexibilité entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Autant d'avantages, donc fort appréciés les premiers mois.
Aujourd'hui, effectivement, 1 an après cette mise en place donc du télétravail, beaucoup d'entre nous en reviennent et y voient des limites, non seulement sur leur santé, mais également sur le bien-être et dans leur quotidien au travail. Donc, en effet, le télétravail ne convient plus à tout le monde et beaucoup d'entre nous commencent à en souffrir. Alors, quelles sont les principales causes, symptômes de cette souffrance? Eh bien, déjà, il y a les troubles du sommeil. Il y a des gens qui dorment pas assez ou trop, ou encore mauvais sommeil, un sommeil très agité. Il y a un impact sur la qualité de vie. On a pu le voir, on l'entend beaucoup. Tristesse, sentiment d'inutilité, perte de sens, isolement, anxiété, sentiment d'étouffement, difficulté à se concentrer et bien d'autres encore. Il y a encore les troubles sur l'alimentation. Voilà. Beaucoup vont manger beaucoup plus que d'habitude ou bien des pertes d'appétit. Et sans parler de la très forte donc augmentation des réunions virtuelles qui désorganisent finalement les agendas individuels. Chez certains, il est vrai que ce changement d'organisation du travail finit paradoxalement par être une véritable souffrance ou vécue comme telle. Le télétravail, qui était peu utilisé avant la crise sanitaire que nous traversons, va de plus en plus s'instaurer dans nos modes de vie. Je pense que c'est inéluctable. Le défi maintenant, c'est d'arriver à concilier nos multiples tâches personnelles et professionnelles qui sont quotidiennes. Chaque jour, il y a une tâche qui s'ajoute. Et je pense, en parlant de ça, notamment aux femmes, chapeau, qui sont toujours entre le travail, les devoirs des enfants, les repas, les courses, les activités extrascolaires, les activités sportives ou caritatives, l'entretien de la maison, le règlement des factures, en temps et en heure, bien sûr. Et en plus, elles doivent être bien habillées, maquillées, coiffées. La liste est longue, n'est-ce pas, Catherine, toi qui es une femme et qui t'occupe de ces sujets? Oui, merci José de penser à nous. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais déjà, d'une façon générale, l'idéal serait que ce télétravail soit planifié et organisé de façon concertée entre l'employeur et l'employé. Ça serait vraiment Ça, c'est l'idéal. l'idéal. Voilà. Parce que le véritable piège, mais en fait, le véritable piège du télétravail, c'est de ne pas réussir à instaurer en fait une limite entre le temps et l'espace consacré à la vie professionnelle et le temps et l'espace consacré à la vie privée. C'est effectivement, comme tu l'as souligné, le cas de beaucoup de femmes. Voilà, c'est plus le cas des femmes qui sont de façon générale dans cette situation de télétravail, beaucoup plus accaparées par les tâches ménagères et donc la présence des enfants à la maison, mais également, c'est également le cas de tous ceux et celles qui ne peuvent pas bénéficier chez eux d'un coin véritablement dédié au télétravail et qui vont donc s'installer, qui sur la table de la cuisine, qui sur la table de la salle à manger ou la table du salon, avec toutes les nuisances que cela peut apporter. C'est pas évident. Catherine, je suis vraiment ému lorsque tu parlais, je visualisais toutes ces situations qui peuvent être des situations vraiment difficiles. Sincèrement, ça me touche tout ce que tu disais. Avec la mise en place du télétravail, la gestion pour beaucoup d'entre nous devient de plus en plus difficile. Alors, on a le sentiment désagréable d'être pris dans un piège où, effectivement, comme tu l'as dit, il y a une confusion entre la vie professionnelle et la vie privée. Et il y a comme, voilà, un amalgame difforme, un nuage, quelque chose dans lequel on plane. Alors, toi qui es professionnel, qu'as-tu à apporter comme conseil là?
Alors, je disais que le risque encore plus grand que d'habitude avec le télétravail, c'est justement de ne pas réussir à, à faire cette limite entre le temps et l'espace dédié à la vie pro et le temps et l'espace dédié à la vie personnelle. Lorsque je parle d'instaurer donc une limite entre vie pro et vie personnelle, vous l'avez compris, c'est valable d'une façon générale, mais donc encore plus en télétravail, en situation de télétravail. Et cela va demander donc plus que jamais de savoir véritablement organiser son temps. Si on se laisse envahir et que tout est mélangé, que plus rien n'est distingué ni dans l'espace ni dans le temps, il va y avoir inévitablement donc une baisse du bien-être mental et physique, une diminution significative, de l'envie et du plaisir à travailler, et une diminution de la motivation et donc une baisse du rendement. Pour d'autres, le fait de ne pas savoir poser de limites va entraîner inévitablement une surcharge mentale qui peut conduire in fine au burn-out. Tout ce que tu énumères est hyper intéressant. Moi, je suis dans le digital bien avant la crise du Covid, bien avant. Et donc, quelque part, à la fois, j'étais confiné, j'étais déjà dans le télétravail. Mais il y a récemment une anecdote, j'ai parlé des femmes plus haut. J'ai échangé avec un ami récemment qui a la garde de ses enfants, garde alternée, et qui me disait tous les problèmes qu'il rencontrait lorsque les enfants étaient là, la cuisine, laver le linge, occuper les enfants, les devoirs, exactement comme une femme. Et je lui ai sorti une phrase, je lui ai dit, mon cher ami, tu es un cadre. Si tu ne t'organises pas bien, tu seras, comme on a l'habitude de dire, les pauvres resteront toujours pauvres, c'est-à-dire que tu vas te retrouver débordé par des problèmes de gestion de la famille au quotidien et tu vas perdre en performance professionnelle parce qu'effectivement, il la perd sincèrement. Donc, il y a des gens qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois et il y en a d'autres, c'est un peu compliqué. Mais dans tous les cas, quelle que soit votre situation, je pense qu'il faut accepter de faire ces choses peut-être avec des imperfections au quotidien. Si vous les faites quand même avec ces imperfections, moi je dirais c'est peut-être pas un drame. Vous n'êtes pas un super-héros, continuez. Mais par contre, il est possible de faire mieux. Il est possible de faire mieux. Et toi, tu mets l'accent sur la nécessité encore plus grande en situation de télétravail d'apprendre à gérer son temps de manière efficace et productive. Les mots sont très importants. L'efficacité et la productivité pour gagner en équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et donc gagner aussi sur un mieux vivre. Et là, tu as des outils que tu utilises et peut-être que tu peux nous en parler un peu. Exactement, José. Donc, dans cet équilibre, donc il existe inévitablement 4 piliers qu'il va falloir prendre en compte. Donc, les 4 piliers de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, même si très honnêtement, je ne pense pas que cet équilibre puisse véritablement exister, mais on peut travailler à s'en approcher, à tendre vers cet équilibre. Donc, parmi ces 4 piliers à prendre en compte, absolument, nous avons la gestion de notre temps. Nous avons la gestion de nos limites, c'est-à-dire savoir dire non, établir des règles avec son entourage, par exemple. Nous avons l'organisation et puis nous avons le choix entre optimisation ou perfection. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vais m'arrêter sur l'un de ces 4 piliers qui pour moi est indispensable et dont on vient de parler, que tu viens de nommer, José, c'est la gestion du temps. Savoir gérer son temps, ce n'est pas le gérer pour en faire plus, pour en faire davantage, comme certains le pensent. Apprendre à gérer son temps, c'est justement tendre à trouver le juste équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc, première chose, on va d'abord repérer pour supprimer tout ce qui, dans nos agendas, est appelé, tout ce qu'on appelle communément les mangeurs de temps, qui sont
inutiles, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Internet, les réunions qui n'en finissent pas, qui traînent en longueur, chercher ses affaires, les ruminations, voilà. Donc déjà, on va repérer tout ce qui est mangeur de temps dans notre agenda quotidien. Ensuite, il va être indispensable d'apprendre deux choses. Un, gérer ses priorités. Deux, concentrer nos efforts sur les tâches qui produisent le plus de résultats. Et c'est en ça que va consister mon accompagnement. Super, super. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le premier outil? Alors, bien évidemment. Alors, le premier outil sur lequel je propose de travailler, c'est apprendre à gérer nos priorités. Lors des ateliers que j'organise, qu'ils soient d'ailleurs en présentiel ou en distanciel aujourd'hui, je fais travailler donc les participants sur la matrice d'Eisenhower. Et qu'est-ce que nous apprend donc cette matrice? Elle va nous apprendre à gérer nos priorités. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à véritablement distinguer ce qui est urgent et ce qui est important. Résultat, ils vont placer beaucoup de tâches à réaliser sur le même plan et se retrouvent complètement débordés, parfois même avec en fin de journée ce sentiment désagréable de ne pas avoir été véritablement productif. Avec cet outil, je vais donc accompagner les participants aux ateliers ou la personne qui vient me voir à identifier et à classer ces tâches par priorité au lieu de commencer sa journée tête baissée ou munie d'une to-do list absolument incroyable. Donc, il y a 4 façons de classer les tâches avant de commencer une journée. On a d'abord les tâches qui sont importantes et urgentes, c'est-à-dire ces tâches-là, je vais devoir les faire moi-même et immédiatement. Ensuite, il y a les tâches importantes mais non urgentes. Ce sont toutes les tâches que l'on va planifier et que l'on devra faire soi-même. Puis, il y a les tâches qui sont non importantes mais urgentes. Ça, ce sont les tâches que je vais pouvoir déléguer. Et puis, les tâches qui sont non importantes et non urgentes, alors là, ce sont soit les tâches que je vais reporter à une période vraiment ultérieure ou tout simplement des tâches que je vais décider de supprimer. Super, super. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette classification, de d'abord savoir ce qui est important et non important, urgent, non urgent. Et puis, ensuite, tu as dit, une fois qu'on a fait ce premier travail, on va se concentrer sur les tâches qui produisent le plus de résultats, c'est ça? Voilà. Donc, en fait, une fois que donc on sait prioriser ça, j'utilise un deuxième outil donc qui est la loi de Pareto et qui nous invite à concentrer nos efforts sur les 20% de nos actions, de nos tâches, qui vont permettre d'obtenir 80% de résultats. Autrement dit, c'est un principe universel qui s'applique à tous les domaines. 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. C'est une loi. Nous avons donc intérêt à identifier quelles sont les tâches qui représentent ces 20%. Un exemple dans votre vie professionnelle, il va falloir identifier les 20% de vos clients qui vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. Ainsi, mieux vaut concentrer vos efforts sur ces 20 clients-là en priorité. Un exemple dans votre vie privée, on va identifier les 20% de vos tâches ménagères qui vont faire en sorte que votre maison paraisse à 80% propre et ordonnée. On va mettre les autres, programmer les autres pour un peu plus tard. L'intérieur de vos armoires, de vos placards, toutes ces choses-là qui ne se voient pas dès que vous êtes chez vous, dès que quelqu'un va venir chez vous et qui sont pas nécessaires pour que vous puissiez vous sentir bien et de manière harmonieuse chez vous. C'est ça, c'est ça. Merci de donner déjà ces belles informations et je sais que
dans ton cartable d'outils, tu en as des dizaines puisqu'on échange souvent et moi-même, je suis aussi dans le business, je suis ingénieur. Donc, tout ce dont tu parles me parle très bien. Je l'applique souvent dans le monde professionnel, dans la vie privée. On a du mal à souvent avoir ces réflexes et les intégrer. Alors, tu as d'autres outils, hein, dont tout à Oui, l'heure. oui, bien sûr, José. Alors, il existe, là, moi, j'ai choisi de vous parler de deux outils qui me paraissent primordiaux, mais il existe bien d'autres outils. Voilà, pêle-mêle, je peux vous citer donc la loi de Parkinson, la loi de Carlson, les techniques de batching, la méthode de Pomodoro, autant d'outils donc qui vont nous aider à nous fixer des échéances courtes et réalistes pour éviter de procrastiner, et donc d'être plus efficace, également pour éviter les interruptions de tâches, sachant qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que s'il est réalisé en plusieurs fois. Lorsque nous sommes concentrés sur une tâche, nous faisons souvent l'erreur de nous arrêter, soit pour consulter un mail, soit pour répondre à un message WhatsApp, ou aller jeter un coup d'œil à la page Facebook ou à notre compte LinkedIn. Donc, il est vrai en soi, vous allez me dire, prendre 5 minutes pour aller sur ma page Facebook ou répondre à un mail, c'est pas grand-chose. Mais en réalité, sachez qu'à chaque fois que votre cerveau est détourné d'une tâche sur laquelle il était concentré, il met 15 minutes pour s'y reconnecter avec la même concentration, avec la même intensité. Voilà. Et par ailleurs, si l'un de ces mails ou messages est porteur d'une mauvaise nouvelle ou est source d'inquiétude ou de soucis ou de stress ou d'une autre émotion négative intense, il va vous être tout simplement impossible de vous reconnecter à cette tâche. Par une autre technique, nous allons aussi apprendre à regrouper les tâches sur une même plage horaire, par exemple. Cette technique, elle va consister à regrouper des tâches similaires pour les faire en même temps. Cette technique recommande de s'organiser, sur des plages horaires, sur des demi-journées à thème pour des tâches courantes. Par exemple, on va prendre une demi-journée pour répondre à nos mails, ou alors on va prendre une demi-journée pour faire des tâches ménagères. Et enfin, avec une autre méthode, nous allons apprendre à organiser des pauses dans les différentes périodes d'activité, car selon les études réalisées à ce sujet, notre cerveau décroche après 90 minutes de concentration. Il est donc utile et bénéfique de prévoir des pauses régulières pour nous aérer et recharger, comme on dit, les batteries. Sinon, nous risquons de perdre en efficacité et en rendement. En fait, on comprend bien une chose, c'est que devenir performant, mieux gérer son temps, mieux gérer les équilibres entre la vie privée et la vie professionnelle, ça peut même coûter très cher hein, lorsqu'on gère très mal cet équilibre, mais on le verra plus loin. Ce sont des méthodes que les gens efficaces, les gens qui réussissent dans la vie, et souvent on dit les grands entrepreneurs, les grands chefs de projet et même les millionnaires et tous ces gens, c'est des gens qui savent manier ces choses. Et ces méthodes ne sont pas connues et c'est dommage. Comment procèdes-tu, toi, pour voilà, les insuffler? Alors, José, c'est vrai qu'elles sont peu connues ou bien elles sont peu mises en pratique. Voilà, on sait tous qu'il y a une différence entre connaître quelque chose, donc en théorie, et puis ensuite l'appliquer dans son quotidien. Et pourtant, elles ont énormément de bénéfices. Et tous les protocoles dont je viens de vous parler sont extrêmement efficaces. Et ce sont des protocoles, bien évidemment, vous l'avez compris, que je développe via des ateliers à distance ou en présentiel. Les bénéfices sont incommensurables lorsqu'on on tient comme ça les leviers de son temps. Au fond, notre vie, c'est quoi? C'est comme une bougie, c'est le temps qui se consume. Et si on gère mal ce temps, ben, à la fin, la bougie se sera consumée et il y aura rien eu de produit. Effectivement, José, savoir gérer son temps engendre des bénéfices multiples et pas des moindres. Commençons, ne serait-ce que par la diminution du stress due à une meilleure organisation donc de notre agenda,
à l'augmentation de ce sentiment valorisant d'être véritablement productif. Par conséquent, de retrouver un sens à ce que l'on fait, un sens à ce que l'on vit. Un autre bénéfice, voilà, considérable est le gain de temps dans ce que l'on fait, ce qui va nous permettre, bien évidemment, de libérer plus de temps pour des choses donc qui nous font plaisir, pour des choses qui nous font véritablement du bien-être, pour des activités qui nous mettent, comme on dit, la joie au cœur et qui participent à notre bien-être moral, physique, intellectuel et spirituel. En complément à ce que tu viens d'exposer, hein, comme ça, je vais donner un petit tip, un petit truc que j'utilise. Je propose l'utilisation d'outils qui aident à soulager la tête. J'utilise par exemple un outil très pratique. Vous pouvez le télécharger si vous avez un smartphone. Il se distingue, cet outil, par la convivialité et la possibilité de gérer à la fois les activités professionnelles et privées. Donc, vous pouvez avoir 2 calendriers et les connecter, les mettre dans le même outil. Cet outil, c'est Calendar. Donc, je ne fais pas la publicité d'un produit précis, mais je vous donne un élément que vous pouvez déjà utiliser. Et lorsque vous installez Calendar, vous allez aller dans la partie widget et prendre le widget hybride. L'avantage, c'est que vous avez votre calendrier jour après jour et les tâches, chaque jour, s'alignent. Mais toi, tu as d'autres conseils que tu donnes à tes clients parce que c'est bien un outil. Mais si la personne ne sait pas distinguer qu'est-ce qu'il met là-dedans, que je dois mettre, faire la vaisselle, cirer mes chaussures, appeler la tante, ben alors là, le calendrier, il revient à la même chose. Je pense qu'il n'y aura même pas assez de place, José, voilà. Dans le calendrier quotidien. Voilà. Donc, les outils sont bons une fois qu'on sait s'organiser, une fois qu'on sait ce qui est urgent, ce qui est prioritaire, une fois qu'on sait classer nos actions entre, ben voilà ce qui me rapporte, voilà ce qui me rapporte le plus grand rendement ou la plus grande efficacité. Quand on sait faire tout ça, José, effectivement, ton outil, il est génial. Ton outil est génial parce que sinon, c'est prendre le risque de t'entendre dire « Ah, José, tu m'as conseillé un outil, mais franchement, il m'aide en rien, c'est n'importe quoi, j'ai fait un mauvais investissement. » Bon, voilà. Donc, avant tout ça, sachez repérer et prendre de bonnes habitudes, ayez de bons réflexes. Alors, effectivement, il existe certains petits rituels qui sont, voilà, comme d'habitude, des petites astuces que l'on donne lors de nos émissions. Et donc, il existe certains petits rituels qui sont très simples à mettre en place et effectivement qui ne sont pas à négliger, surtout essentiellement pendant les périodes de télétravail et qui vont vous permettre également non seulement de mieux vivre le télétravail, mais en même temps d'essayer de faire donc cette séparation entre vie professionnelle et vie privée. Déjà, on va essayer le plus que possible de maintenir des rituels qui vont marquer le début et la fin de notre journée. Habituellement, lorsqu'on n'est pas en télétravail, en fait, ces rituels, ils sont fixés d'eux-mêmes, puisque on a avant d'arriver à notre lieu de travail, on a le transport. Puis, on arrive à notre travail, on prend l'ascenseur ou on monte des escaliers, on s'installe. Ensuite, il y a les pauses café autour de la machine avec les collègues. Pour ceux qui fument, la pause cigarette. Et puis, il va y avoir la pause déjeuner. Et ensuite, l'heure de partir, à nouveau les transports. Et donc, notre vie ces rituels donc vont mettre forcément des espaces, des limites entre vie professionnelle et vie privée, ce que va pas nous faire le télétravail. Donc, on doit s'efforcer de maintenir donc ces petits rituels. Je vais vous en donner un, par exemple. On va se forcer à s'habiller avant de commencer sa journée. Alors, il s'agit pas de se mettre en costume ou en tailleur, mais on va s'habiller pour éviter de passer directement du lit à derrière notre écran. Et le fait de s'habiller, eh bien, c'est aussi une façon de marquer le passage de notre vie privée à notre vie professionnelle. Une autre astuce, c'est d'organiser sa journée, voilà, avec 1 heure de début, 1 heure de fin, une vraie pause déjeuner et des pauses régulières
durant la journée de travail pour s'aérer l'esprit. Autre astuce, aménager un espace dédié au travail. Alors, je vois déjà certains qui vont crier, oui, mais alors ça, c'est bien pour les gens qui ont un grand logement. Et alors, je vais vous donner une autre astuce, c'est que même si vous n'avez pas la chance d'avoir un espace de travail dédié pour votre télétravail, eh bien, l'astuce, c'est donc en chaque début de journée, d'organiser votre plan de travail. Si vous travaillez sur la table de la cuisine, si vous travaillez sur la table de votre salle à manger, chaque début de journée, prenez l'habitude d'organiser votre espace de travail et vous le débarrassez chaque fin de journée au lieu de laisser tel quel en vous disant de toute façon demain je serai à nouveau là en train de travailler. Le fait de débarrasser votre plan de travail en fin de journée, même si effectivement ça peut paraître un peu contraignant, cela va vous permettre vraiment symboliquement de marquer la coupure entre la vie professionnelle et la vie privée. Une autre astuce, c'est d'établir des règles claires et écrites avec son entourage, que ce soit votre conjoint, vos enfants ou vos colocataires. En effet, ce n'est pas parce que vous travaillez à la maison que vous êtes disponible à tout instant. Alors, par exemple, on fait un petit règlement, ça peut être très marrant, en plus c'est un travail collaboratif, et puis on le met avec les horaires, avec les règles, avec les horaires de travail, les horaires de pause, et puis on l'affiche à un endroit du logement où il est visible par tout le monde. Alors les enfants peuvent même s'amuser à le décorer, etc. Ça devient quelque chose qu'on a créé en commun et qui libère même la créativité. Et enfin, je vais vous donner une dernière astuce, c'est de faire attention aux distractions. Par exemple, on va donc éviter de s'interrompre pour aller passer l'aspirateur, lancer une machine à laver ou encore pour aller feuilleter le dernier magazine Automoto. Voilà. Très bien, merci pour ces conseils très pratiques et je pense qu'ils vont alimenter et réconforter certains dans le télétravail. Trouver un équilibre parfait entre vie privée et vie professionnelle, c'est un véritable souhait. Et cela serait l'idéal dans un monde idéal. Mais en réalité, dans notre vrai monde, là, celui dans lequel nous vivons, ce qui est plus raisonnable, c'est de travailler à améliorer cet équilibre. Le facteur temps est un élément primordial et sa gestion indispensable à cette quête d'équilibre. Nous le savons tous, le temps est une ressource précieuse mais non extensible. Nous avons tous 24 heures dans une journée, 168 heures dans une semaine, 672 heures par mois, et cela n'est malheureusement pas extensible. Nous devons donc apprendre à l'optimiser, à optimiser notre temps, à l'utiliser au mieux pour vivre de la façon la plus épanouissante possible. N'est-ce pas, Catherine? Oui, effectivement, José, cette notion de gestion du temps peut nous paraître anodine, non essentielle, mais en réalité, elle conditionne plus qu'on le pense la réussite ou l'échec de nos initiatives au quotidien. L'expression « je suis débordé, j'en peux plus, je suis débordé » qui devient presque un leitmotiv ou même un réflexe d'entrer en matière dans une conversation, c'est le signe indéfectible d'une très mauvaise gestion de son temps. Ne pas en prendre compte, bon, ben alors c'est prendre le risque de s'éparpiller, d'être finalement très peu efficace et donc très peu performant. C'est aussi prendre le risque de s'exposer à une surcharge mentale qui va obligatoirement avoir des incidences sur la santé. Voilà. Et je terminerai en disant, gérer son temps, c'est aussi une façon de prendre soin de nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans Café d'éveil et prenez soin de vous. C'est ça, Catherine. Donc, gérer son temps, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. Retenez cela. J'espère que, comme nous, comme Catherine et moi, vous avez passé un agréable moment à Café d'éveil, à cette émission consacrée aujourd'hui au télétravail. N'est-il pas un piège et comment est-ce que
vous pouvez mieux gérer l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. N'hésitez pas à contacter Catherine. Comme je vous l'ai dit, elle est coach en développement personnel et professionnel, c'est-à-dire qu'elle fait des prestations dans les entreprises, mais elle travaille aussi avec des particuliers. Si vous souhaitez bien sûr en apprendre davantage, il y a par son site que vous connaissez, nous l'affichons, il y a le lien aussi sous la vidéo. Vous en saurez beaucoup plus sur la gestion du temps ou encore vous apprendrez à améliorer votre équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. N'hésitez pas à partager cette émission si vous pensez qu'elle peut aider quelques personnes autour de vous. Par ailleurs, vous avez été nombreux à réagir à nos précédentes émissions, notamment celles dédiées à l'estime et à la confiance en soi chez nos jeunes. Nous avons reçu des commentaires remplis d'émotions et de gratitude et nous vous remercions de votre authenticité, de votre générosité, vos commentaires bienveillants, vos propositions de thématiques aussi nous encouragent dans ce projet de partage et d'élévation personnelle. On se retrouve le 9 mai et dans cette prochaine émission, donc, nous parlerons de nos émotions. Faut-il en avoir peur? Comment les gérer et comment faire des forces au quotidien? Pour terminer, on clique, on s'abonne pour être informé toujours des prochaines publications sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt au Café d'éveil.